Bonjour, je vais vous parler de l'électrophorèse capillaire. L'électrophorèse capillaire est une technique séparative récente, ça date des années 1980. Elle correspond à l'amélioration d'une méthode d'électrophorèse ancienne, qui était l'électrophorèse en veine liquide, décrite par Tiselius. Le principe, c'est que le support plan qui est habituellement utilisé, donc une bande de papier ou un gel, est remplacé ici par un tube capillaire. Ce tube est ouvert à ses extrémités, il rentre dans du tampon, l'électrolyte, qui permet de faire passer un courant électrique. Comme son nom l'indique, le capillaire est un tube très fin, diamètre 15 à 150 micromètres. Le déplacement des molécules dépend de la longueur de ce capillaire et dépend aussi de la différence de potentiel qu'on applique au niveau des électrodes. Alors, la particularité de ce dispositif, c'est que le détecteur est placé du côté de la cathode. Or, seules les espèces chimiques qui vont se déplacer vers la cathode peuvent être détectées, c'est-à-dire seulement les cations. Or, toutes les molécules ne sont pas sous forme cationique, ça veut dire qu'on ne pourrait détecter que certaines molécules, pas les anions, pas les molécules neutres, ce qui peut être un peu gênant. Comment faire en sorte qu'on puisse détecter toutes les molécules? Et bien pour cela, l'électrophorèse capillaire met à profit un phénomène qui est en fait au départ un phénomène parasite qu'elle a donc du coup détourné à son profit, c'est le courant d'électroendosmose, on dit aussi flux électro-osmotique. Alors qu'est-ce que c'est? Le flux électro-osmotique se crée en fait, c'est lié à la composition chimique du capillaire lui-même. Le capillaire est en silice. La silice, c'est ce qu'on trouve dans la CCM. C'est constitué de groupements silanol, SiOH. Et lorsque le pH est supérieur à 2 ou 3, ce qui est le cas dans l'expérience, on prend en général des tampons de pH 6, 7, 8, eh bien, les groupements silanol de la silice sont déprotonés sous forme SiO-, ce qui fait que les parois du capillaire portent une couche de molécules, une couche de charge négative au contact du support, une couche fixe de charge négative. Et cette couche fixe de charge négative va évidemment attirer des charges positives, des ions présents dans l'électrolyte, dans le tampon, dans la phase mobile. Et ça va créer ici une couche mobile de charges positives attirées par les charges négatives des groupements silanol. Et évidemment, ces charges positives vont migrer et vont créer un courant liquide qui va aller du pôle plus vers le pôle moins. Ce courant, ce flux électro-osmotique, accélère ou ralentit la migration des molécules suivant qu'elles migrent soit vers la cathode, soit vers l'anode. Donc ce courant d'électroendosmose, c'est un facteur très important en électrophorèse capillaire. On peut le contrôler en modifiant la tension, le pH ou même la nature du capillaire. On peut aussi introduire des additifs. Et dans certains cas, ce flux électro-osmotique est même plus puissant encore que les forces électriques qui font migrer les cations et les anions. Ce qui fait que dans ces cas-là, même certaines molécules qui normalement ne devraient pas migrer vers la cathode vont le faire. Si on prend cet exemple, on a au temps zéro ici du côté donc de l'anode, du pôle plus, on dépose un mélange d'une molécule A-, donc un anion, B+, un cation, et une molécule neutre. Donc les mobilités électrophorétiques normales de ces molécules voudraient que l'anion aille vers le pôle plus, vers l'anode, le cation vers le pôle moins et la molécule neutre ne bouge pas. Or, comme on vient de le voir, ce flux électro-osmotique, lui, va du pôle moins vers le pôle plus. Ce qui fait que, en fait, contre toute attente, le cation va migrer vers la cathode, ça c'était prévisible, mais la molécule neutre et même l'anion n'auront pas le choix, ils vont être entraînés vers la cathode, même si l'anion aurait tendance à se déplacer vers l'anode, il ne peut pas se déplacer à contre-courant. Le flux électro-osmotique est plus fort que les forces électriques qui le feraient aller vers l'anode. Et donc, au final, même l'anion se déplace un petit peu vers la cathode et va pouvoir être détecté. C'est tout
l'intérêt, l'astuce, je dirais, de l'électrophorèse capillaire. Alors à la sortie, 3 modes de détection sont possibles. Donc classiquement la spectrophotométrie UV, la fluorimétrie, à condition que les molécules fluorescent naturellement, ce qui est rarement le cas. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on rend les molécules fluorescentes en leur accrochant, leur fixant un fluorochrome. C'est ce qu'on appelle faire une dérivation, c'est-à-dire fixer un fluorochrome sur une molécule pour la rendre fluorescente. Et puis la spectrométrie de masse, on en parlera plus tard. Cette technique d'électrophorèse capillaire en liquide a été améliorée en remplissant le capillaire d'un gel de polyacrylamide ou d'agarose. Et dans ce cas-là, on combine l'efficacité de l'électrophorèse et de la chromatographie, ce qui donne une résolution très importante. Ainsi, on estime qu'on peut avoir une efficacité de l'équivalent d'1 million de plateaux théoriques. Donc c'est vraiment une méthode très très performante. De plus, elle est rapide, quantitative, reproductible, puisqu'elle permet en quelques minutes l'analyse d'un micro-échantillon. Les volumes injectés sont de l'ordre du nanolitre. Donc c'est vraiment très très performant et très économique. Et surtout, c'est pratique pour les échantillons qu'on a en très faible qualité. Parfois de l'ADN, on n'en a pas beaucoup. Et donc ça peut être très utile. Alors, dans quel contexte on peut utiliser l'électrophorèse capillaire? Donc, depuis les années 90, on fait les électrophorèses de protéines par électrophorèse capillaire dans les labos d'analyse médicale. Là, le Capillaris Sebia, il est commercialisé depuis 2001 et il permet de faire donc l'électrophorèse des protéines en routine dans les labos d'analyse médicale. On peut aussi utiliser l'électrophorèse capillaire pour analyser les fragments obtenus lors du séquençage par la méthode de Sanger. Nous y reviendrons en cours. Et puis récemment, l'année dernière, en stage, j'ai découvert un nouveau système commercialisé par Biorad. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'électrophorèse capillaire parce que ça ressemble à une puce électronique, c'est des composants électrochimiques, je ne connais pas trop, et ça c'est constitué en fait de canaux dans lesquels circule donc le tampon, et à la sortie, un laser détecte les fragments qui migrent selon le principe d'une électrophorèse. Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo sur internet, mais elle est en anglais. Voilà, merci de votre attention.